la situation, effectivement, elle est terrible. Bon, oui, l'État n'a pas assumé, finalement... son choix, il y a quelques années. Son choix, oui, de couper quand même Mayotte de l'archipel des Comores. Parce que quand on dit c'est le peuple mahorais qui a exprimé sa volonté d'être français, écoutez, quand même, il y a eu des manœuvres en sous-main, vous le savez, vous parliez tout à l'heure des mercenaires russes, mais la France a envoyé des mercenaires dans l'archipel pour justement découper cette partie-là et se l'arroger pour garder une influence dans la région. Il faut quand même le savoir. En 74, oui, et d'un point de vue de l'égalité internationale, en effet, ça pose problème de détacher Mayotte des Comores. Ils ont voulu, finalement, préserver leur influence dans la région, leur influence politique, et l'État n'en assume pas les conséquences. Et effectivement, ils ne mettent pas les moyens. Ça, je ne vais pas le redire, en termes d'école, les routes, l'accès à la santé, mais à l'éducation. Bon, mais plus largement, le problème de cette région, c'est pas l'immigration, c'est le sous-développement, c'est la misère dans laquelle est plongée, effectivement, Mayotte, mais aussi les Comores, mais aussi Madagascar. Ils disent là-bas que l'un alimente l'autre, quoi. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est le sous-développement. Ce sont ces inégalités qui sont complètement folles. Écoutez, il n'y a pas les moyens dans le monde. Il y a 1 milliardaire de plus tous les 2 jours. Tous les 2 jours. 1%. C'est pas ça qui va régler le problème aujourd'hui de la situation. Non, mais est-ce qu'il faut abandonner Nathalie Arthaud, est-ce qu'il faut abandonner Mayotte? Croyez-vous une seconde qu'il est possible de vivre dans un îlot un tout petit peu plus privilégié, on va dire, enfin un peu moins pauvre que les autres, dans un océan de misère de plus en plus... Mais que va faire la France? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Eh bien, il faut arrêter de faire croire qu'on peut vivre en érigeant des murs toujours plus hauts, en érigeant des barbelés, en coupant les peuples les uns des autres. Excusez-moi, mais quand même, c'est un archipel où la circulation a toujours été présente, où, y compris, écoutez, quand même, les Comoriens, les Comoriens à Mayotte, ils ont 1000 fois plus de raisons de se sentir chez eux que les Français. Donc, ce que je veux dire... on n'est pas sorti des... Non, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, oui, il faut avoir une approche internationale. On ne peut pas raisonner à l'échelle de notre petite nationalité, de notre petit pays. Le représentant... Non, mais le problème, il est international. Et moi, c'est pour ça que je suis une militante, effectivement, internationaliste. Je pense qu'il faut changer, effectivement, le monde. Il faut prendre à bras le corps ces problèmes de misère, de sous-développement. Et tant qu'on le fera pas, eh bien, oui, on sera confronté à ce genre de situation insoluble. C'est Nathalie Arthaud, sur le droit du sol, vous répondez quoi à Patrick Vignal? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non. Suspension? Mais la réflexion nouvelle, ça serait de considérer l'humanité comme une et indivisible. Voilà. Mais si, la réflexion, ce qui serait vraiment moderne, c'est de se dire que oui, il faut se battre contre cette misère, contre ce sous-développement, contre ce pillage, mais on ne le fera pas. Je milite pour révolutionner la société, pour transformer le monde. C'est par ce bout-là qu'il faut le prendre. Ne pas accepter justement qu'un continent comme l'Afrique, qui a été pillé, continue de l'être. Malgré tous les discours qu'on a sur l'aide au développement, moi je suis consternée, je suis révoltée. Souvenez-vous du projet de M. Borloo d'électrifier l'Afrique. Il avait estimé le coût de cette électrification à 4 milliards par an au niveau de l'investissement et en gros, globalement, 250 milliards. C'est rien. C'est rien au regard des richesses mondiales. C'est rien. On a eu encore les chiffres là du CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières entreprises cotées en France, 93 milliards à elles seules sur une année. Bon, c'est rien. Eh bien, on ne démarre même pas. La réalité, c'est que tant qu'il n'y en a que pour le business, tant qu'il n'y en a que pour ces grandes entreprises qui accaparent les fruits de la croissance, genre les chiffres d'Oxfam... Comment vous faites pour donner de la dignité aux Comoriens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'on leur donne l'éducation, qu'on leur donne tout, et qu'à la fois Mayotte redémarre? Comment vous faites? Alors, vous, votre solution, c'est de leur dire restez crever chez vous. C'est ça. C'est pas ma solution. Alors, on peut certes condamner un certain nombre de déviances d'une certaine frange du capitalisme, mais je voudrais simplement vous rappeler ou vous dire que le grand capitalisme, ou le capitalisme, a sorti de la très grande pauvreté 2 milliards de personnes dans le monde, et notamment en Afrique, et notamment dans l'archipel des Comores. La preuve, ça ne suffit pas, parce que sortir de la très grande pauvreté pour juste pouvoir survivre, quand à côté, vous pouvez avoir
l'espoir de mener une vie choisie, une vie davantage prospère, plus de sécurité, eh bien c'est vécu comme une bouée de sauvetage. Moi j'entends la maman qui vient des Comores pour accoucher et on le sent bien. Elle dit mon enfant il a peut-être un avenir comme ça et je le fais pour que mon enfant il ait un avenir. Et tant qu'on sera dans une situation comme ça où être français ou franchir des mers, eh bien ça sera vécu comme une question de vie ou de mort, eh bien cela continuera parce que moi je ne crois pas qu'on arrêtera. Et par ailleurs, je ne crois pas qu'on arrêtera tant qu'il y aura de l'énergie de gens, mais l'énergie pour marcher, mais les gens ils iront vers ce qui est de mieux. Pas si mauvaise, donc, même dans les pires conditions. Et par ailleurs, je pense que puisque effectivement moi j'ai ce projet de ne pas accepter la situation telle qu'elle est, alors qu'elle est acceptée par tous les gouvernements, que cette misère noire elle est acceptée sans aucun problème, et ils peuvent faire du business dans tous ces pays, et il y a des poches de très grande richesse. À Mayotte, je vous rassure, il n'y en a pas. Non, pas à Mayotte, mais à côté, à Madagascar, autour, à La Réunion, y compris en Afrique. Un chiffre. Et la France, elle prospère là-dessus. Juste, je veux dire une chose, c'est que dans l'urgence, vous me dites, mais qu'est-ce que vous faites dans l'urgence ? Dans l'urgence, la France, elle assume. Et il faut arrêter avec ces chiffres délirants. Il y a 256 000 personnes sur l'île de Mayotte. C'est pas non plus un problème qui serait insoluble de mettre effectivement en place des hôpitaux, des écoles, de construire des logements, et on les met sûrement pas suffisamment. 1,8 milliard de plan d'urgence. Alors il faut évidemment ces gens sur le territoire national. Et là, on aura une équité. Parce que les gens qui traversent des Comores pour venir à Mayotte, ils se retrouvent dans une situation qui est très compliquée. Vous partagez mon analyse. Mais elle est compliquée du fait de la misère, du fait qu'il n'y a pas d'emploi, du fait qu'il n'y a pas de logement, du fait qu'il n'y a pas d'éducation. 25,9%. Construisez une école par jour. 25,9%. Il y aura de l'emploi qui sera créé. Ce qui me consterne, c'est qu'on parle d'immigration clandestine, on parle d'étrangers, comme s'il fallait absolument se méfier parce que c'était vrai, le mal incarné. On n'a jamais dit ça. Et on traite effectivement ces femmes et ces hommes qui sont dans la misère, mais comme avec quelle arrogance, avec quel mépris. Mais dans ce que dans cette blague de Monsieur Macron. Comme si, mais enfin voilà, encore une fois, oui, il y a un aspect humain dans tout ça, et on a pris l'habitude, vous n'êtes pas français, c'est les lois, clac, vous n'avez pas les bons papiers. Nous, on a un vrai problème à Mayotte qu'il faut régler, et c'est pas uniquement en étant sûr de lui-même, mais ce qu'on est aussi. Parce que justement, est-ce que vous êtes républicaine, madame ? Parce que la politique de ce gouvernement, c'est le business d'abord, c'est le fric avant tout, on accumule et on aide les plus fortunés et on laisse les plus pauvres dans la galère. Le problème, c'est le non-dit, la toile de fond de toute cette crise, c'est-à-dire les rapports entre les trois îles des Comores indépendantes et Mayotte. Et on a cette coexistence géographique, historique d'abord, mais géographique aujourd'hui, entre un des États les plus pauvres du monde, que sont les Comores, et cette île qui a été détachée par volonté française après les résultats du référendum de 1974 par la France, pour des raisons stratégiques, parce que la France voulait garder cet ancrage dans le sud de l'océan Indien. Et tant que coexisteront ces deux mondes, l'un qui est le mirage du département français et l'autre la misère d'un pays sans grandes ressources, on peut rajouter des centaines de millions d'euros, des gendarmes, etc. On ne résoudra pas le problème. Donc c'est une situation absolument inextricable, et la manière dont, en plus, la France s'est comportée avec les Comores pendant ces décennies, souvenons-nous de Bob Denard et des mercenaires, ne prête pas à donner un grand sérieux à la manière dont toute cette affaire a été gérée. Mais aujourd'hui, je pense que parler uniquement de Mayotte en termes de subventions aux hôpitaux, aux écoles ou à la sécurité, c'est totalement irréaliste. Avant de parler vraiment de ce qu'il y a dans votre livre, c'est-à-dire la presse, l'information, etc., j'avais envie de vous parler de Mayotte, et pour une raison que vous pourrez deviner facilement, parce qu'il y a des blocages, il y a des grèves, etc. en ce moment, et que tout ça explose.
et que la ministre de l'Outre-mer a dû aller, Annick Girardin, et parce que, surtout, l'Outre-mer, vous savez ce que c'est. Vous avez grandi en Martinique, et où votre père était vice-directeur de l'académie. Et quand il est arrivé, il a découvert, je sais qu'en Martinique, il y a des gens qui se souviennent de lui, pourtant c'est assez ancien, et quand il a découvert les questions d'éducation dans ces territoires-là, par exemple, vous racontez qu'il a été invité par des Békés quand il est arrivé. Les Békés sont les descendants des colons qui étaient propriétaires de plantations et d'esclaves, qui ne sont plus propriétaires d'esclaves, mais qui continuent d'être propriétaires des plantations. Et un des Békés a dit à votre père, la population n'a pas besoin de tellement d'écoles, ce qui montre un état d'esprit qu'il y avait à cette époque-là et qui persiste d'une certaine manière sur, ben oui, il y a tellement d'autres atouts dans ce paradis que finalement les écoles... Voilà. Bon, bref, on lui demandait de ne pas faire de zèle. Et vous-même, dans le livre qui s'appelle « Dire non », vous avez parlé de votre père en racontant spécifiquement ce qui lui est arrivé en 59, enfin ce qui est arrivé à ce pays en 59. Il y avait des émeutes à Fort-de-France qui ont fait 3 morts, dont un jeune homme qui rentrait de l'école. Et votre père a proposé, au moment de l'inauguration d'une école, qu'on baptise du nom de ce jeune homme cette école. Bon, contestant un petit peu comment s'étaient passées les émeutes, etc. La répression et tout. Et il a été révoqué par le pouvoir. Et ça a été quelque chose de très grave. Donc moi, je voudrais bien que vous parliez de ça et de la situation aujourd'hui dans ces paradis où la vie est chère, où la délinquance, parce que là, pour Mayotte, on parle beaucoup de l'immigration, c'est vrai, mais il y a aussi des questions de délinquance très importantes avec le trafic de drogue, etc., où la protection qu'apporte l'État est jugée insuffisante de la part des gens qui habitent là-bas. Et moi, j'ai quand même apporté ce livre de Aimé Césaire parce qu'il y a dans Moi la Mineure une phrase, enfin il y a un poème en particulier, mais je voulais parler de cette phrase que vous connaissez forcément d'Aimé Césaire, mais qui raconte tous ces gens, qui est « J'habite une blessure. J'habite une blessure sacrée. J'habite une blessure. » Donc, est-ce que vous pouvez essayer, pour nous, vous qui connaissez les Outre-mer, vous qui êtes au courant de Mayotte, est-ce qu'il y a un rapport entre cette phrase de Césaire et ce qui se passe aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup de cette question. Je vais essayer de vous répondre sobrement, parce que c'est une empreinte très forte pour moi. Hein. C'est une empreinte qui est liée, au fond, à un déplacement, et qui explique beaucoup, y compris de ce qui m'anime et qui anime Mediapart, parce qu'on partage tout ça sur les discriminations, sur ce que Édouard Glissant appelle le tout-monde, ouais, sur la créolisation. le fait de ne pas la créolisation du monde, de ne pas hiérarchiser les cultures, de ne pas hiérarchiser les origines, et ainsi de suite. Alors c'est quoi? C'est une histoire qu'il faut qu'on regarde en face, pas pour se lamenter. C'est le fait que nous avons fait notre richesse en étant une puissance coloniale. Et il faut la regarder en face, d'autant plus que c'est notre présent, ce n'est pas le passé. Nous sommes la dernière puissance coloniale directe au monde. Nous avons des départements d'outre-mer où nous allons en vacances, voir des grands territoires, la Nouvelle-Calédonie qui va faire l'objet d'un référendum cette année, qui sont des colonies. C'est-à-dire que voilà, la France y est installée, elle est arrivée, elle a déporté des gens, les esclaves comme vous dites, voire déportés en Nouvelle-Calédonie, c'était les bagnards. Hein. Et donc évidemment que tout ça... ce qui est formidable quand vous citez Césaire, je vais parler d'Édouard Glissant et d'autres, Chamoiseau aujourd'hui et d'autres comme ça, c'est que justement, ils n'ont pas fait de cette blessure un ressentiment. Ils n'ont pas fait de cette blessure une aigreur. Ils n'ont pas fait de cette blessure ma blessure contre la tienne. Ils ont dépassé ça. C'est ça la créolisation et sa force. Et du coup, ils nous ont fait un retour à l'envoyeur sur nos propres valeurs. Alors, voilà, Mayotte, c'est tout simple. Mayotte, c'est une île d'un archipel qui s'appelle les Comores. Alors, l'histoire s'est faite que, du coup, avec l'accord de la population, mais nous avons pris un bout d'archipel.
Mayotte, on peut dire c'est Mayotte, c'est le dernier département français, mais Mayotte, c'est les Comores. Et les gens du reste de l'archipel, ils disent « Ah ben tiens, là-bas, c'est la France, donc c'est l'Union européenne. Ah ben j'ai envie d'y aller, c'est normal. » Et puis du coup, ça crée, et c'est terrible, ça crée, évidemment, on est le plus fragile. Et du coup, il y a même maintenant un racisme anti-mahorais à La Réunion. Des gens disent « Mais qui c'est, ces gens qui viennent ?» Et puis ça crée des situations intenables. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reprendre cette idée qu'un peuple qui pense, qui en opprime un autre ou qui pense en posséder un autre n'est pas tout à fait libre. Et c'est des vraies questions pour nous. Pour moi, derrière cette question-là, il y a, dans le monde troublé actuel, comment la France va inventer sa relation au monde. Alors, comment faire? Eh bien, peut-être être capable d'inventer ce que, à l'époque où mon père a cette histoire, où il y a cette crispation coloniale, inventer des indépendances en relation, des souverainetés en relation, puisqu'on a la même langue aussi. Enfin, je voudrais dire, parce que depuis, j'avais parlé de dire non ici, et ça s'est passé dans une école, en effet. Ce discours, il a dit je suis la France de Victor Hugo, de Schellcher, pas celle qui a tué. Ils sortaient, hein, ils n'étaient pas émeutiers, ils étaient des collégiens, le jeune Marajo. Oui. Eh bien, il y a un an et demi, il y a maintenant, puisque c'était au Morne Rouge, le long d'un volcan, Dieu sait si ce sont des terres de volcans, d'événements, je n'y suis pour rien, voilà, c'est le peuple martiniquais. Il y a une école Alain Plenel. Oui, j'ai vu ça. Avec des petites classes. Et ils ont fait, c'était extraordinaire, en créole, ils ont raconté toute cette histoire que vous racontiez, avec des chants. Voilà, tous les peuples ont des identités. Nous avons des identités, mais toutes nos identités sont faites d'autres identités. Elles sont en relation. Et s'il y a quelque chose que ce chaudron de comment le monde s'est unifié, parce que c'est là que ça démarre, après Christophe Colomb, avec quand même Haïti et tout ça. Enfin, il faut imaginer, vous savez qu'Haïti, au moment de la Révolution française, c'est plus d'un tiers du commerce extérieur de la France. C'est une sorte de richesse immense, mais faite sur le pire, l'esclavage. Hein, l'esclavage, l'homme est devenu un objet, une marchandise. Eh bien, il nous renvoie un message de hauteur, d'élévation. Et dans le même mois laminaire, Césaire dit « Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube.